Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce 24 avril 2024, date historique le 24 avril. D'il y a 34 ans, c'était la fin du monopartisme, le début du pluralisme politique, de la démocratie, avec la célèbre phrase du maréchal Mobutu: comprenez mon émotion. 34 ans après, est-ce qu'il y a avancé ou on a reculé? Alors nous allons parler avec nos invités ce matin. Ils sont au nombre de deux. Nous serons face à Ben Kayembe. Ben Kayembe sera face à Isaac Ngwenza. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo ce matin, c'est aussi les primaires au niveau de l'Union sacrée, et Vital Kamerhe a été investi candidat unique de l'Union sacrée pour la course pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a obtenu 183 voix. Nous allons parler du déroulement de ces primaires avec nos invités. Ben Kayembe, bienvenue, bonjour. Bonjour madame, merci pour cette invitation. Je crois qu'à travers nos analyses, nous allons aider l'opinion qui nous suit, les Congolais qui nous suivent de partout, de comprendre un tout petit peu ce qui se passe en termes d'actualité dans notre pays. Mais permettez-moi également aussi, vous savez que la presse est endeuillée. Oui. Nous avons perdu une consoeur. La consoeur de Perfect TV. Oui, de Perfect TV, qui s'appelait Priska Kabasele, décès survenu des suites d'une crise à l'hôpital. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais nous souhaitons à toute la presse, nous demandons à toute la presse de faire large écho, de partager cette information. Vous savez, par moment, ce métier, c'est un métier noble et que vous pouvez faire 10, 15 ans. Vous avez l'impression de passer comme si vous n'avez rien s'aimé. Et puis la cohésion aussi, la fraternité, de temps en temps, n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors nous demandons aux consoeurs, aux confrères de compatir avec la famille ou aussi son organe de presse pour voir comment assister tant soit peu. Nous présentons nos condoléances à la grande famille Perfect TV, la famille biologique de notre consoeur Priska Kabasele, que son âme repose en paix. Alors Isaac Ngwenza, bonjour, bienvenue. Bonjour à tout le monde qui suit ce magazine kiosque. Je profite aussi pour présenter mes condoléances à la famille de notre consoeur Priska Kabasele qui vient de nous quitter. Et je pense que nous ferons de notre effort pour être là lors de l'organisation des funérailles. Ok, alors nous prenons notre premier sujet, madame, monsieur, c'est la course pour les perchoirs de l'Assemblée nationale. Je reste avec vous, Isaac nous commençons d'abord par ça. Vous avez parlé le 24 avril. Oui, c'est deux sujets retenus, Isaac. Oui. Alors, Kamerhe a été investi, candidat unique de l'Union sacrée. Vous avez suivi les déroulements de cette élection. Alors, c'était une surprise pour vous? Comment vous avez accueilli ce vote? Bon, ce n'est pas une surprise parce qu'il s'agit de la politique. Et le fait qu'il soit candidat de l'Union sacrée, avec le quotient présenté, c'est-à-dire 183 voix, ne garantit pas la présidence du Parlement, dans la mesure où la moyenne pour être candidat, c'est le vote à majorité absolue. Non, ça c'était au niveau de l'Union sacrée. C'est ça que je dis. Il y avait les députés de l'Union sacrée. Députés de l'Union sacrée. Et ce qui fait qu'à partir de l'Union sacrée, là, il n'y a pas de majorité. On a un Parlement de 500 sièges. Vous voyez? Un Parlement de 500 sièges, c'est-à-dire pour être président, il faut avoir au moins 251 voix. Donc il y a encore d'autres voies à chercher. Si au sein de l'Union sacrée, personne ne pose sa candidature, on lutte pour qu'il soit là, on peut chercher les 70 autres voix qu'on aura besoin pour qu'il puisse être président de l'Assemblée. Donc c'est une élection au niveau primaire, ce n'est pas encore au niveau de l'Assemblée. On ne sait pas comment ça va se passer. Si parmi Bahati et Mbosso, l'un d'eux se déchaîne et dit que non, je serai comme un cheval solitaire, je vais toujours poser ma candidature, ça posera aussi un problème. Poser candidature comment? Souvenez-vous, au niveau du Sénat, avec Bahati, quand ils étaient en FCC, et FCC bien sûr,
le FCC avait choisi, je crois, c'était... En fait, ça viendra, oui. Ça viendra. Donc, il n'a pas accepté, il est allé de manière indépendante. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Mais pour moi, à l'heure actuelle, au Parlement, nous nous attendons à un président qui va répondre aux besoins de la population, qui va aider à doter le pays plutôt des lois qui doivent renforcer la gestion du pays, développer le pays. Je crois que la personne de Kamere comme président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui a déjà été président, il a assez d'expérience, je pense que ça ira. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. C'est une première au niveau de l'Union sacrée, qu'on attende au jour de dernier. Parce que nous sommes dans un pays de surprises. Vous voyez, c'est au niveau de l'Union sacrée. On ne sait pas, les 70 autres députés, si l'Union sacrée réussira à... C'est 183 voix sur 372 votants. Ça veut dire qu'au sein de l'Union sacrée, il n'a pas pu arriver à 250. Ça, c'est un Mais danger. ils étaient à 3, il y avait Bahati, Mbosso. Exactement. Je parle de Kamere. Les voix étaient partagées. Exactement. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Mbosso ou encore Bahati signifie qu'ils n'acceptent pas Kamere. Il faut bien analyser les choses. Ça, c'est très dangereux. Au sein de l'Union sacrée, si Kamere était voté à 256, de plus, il est président. Parce que l'Assemblée nationale a 500 sièges. Pour être président, vous devez avoir 250 plus 1. C'est-à-dire, c'est la majorité absolue, c'est la loi. C'est-à-dire, jusque-là, ils n'ont pas encore atteint la majorité. C'est ça le problème. Il faut s'assurer que le jour du vote, ceux qui n'ont pas voté pour Kamere... Les 372 de l'Union sacrée, là. Voilà. Ils doivent tous tourner leur regard vers Kamere. 372, 183. C'est presque la moitié, hein. Signifie que ça ne... En fait, ce n'est pas une garantie. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, je vois le coefficient, je vois le chiffre. Si sur 372, 253, il est d'office président du Parlement. Parce que le jour du vote, pour passer, vous devez avoir au moins 251 voix. Donc ça, la peur demeure. La peur demeure, ce n'est pas fini. Okay. C'est ça le vrai problème, Gisèle. Alors, Ben Kaembe, votre analyse aussi par rapport à ces votes, par rapport aux voix obtenus par Kamere, 183. Voilà, merci beaucoup. Avant d'analyser, j'aimerais dire au confrère Isaac que ça va être impossible de cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que remettre en cause le nombre de voix, dire qu'il faudrait 250, parce que déjà, je ne vois pas un Bahati ou un Mbosso aller à l'encontre de ce qui a été fait, parce que c'est un choix fait par eux. Ça veut dire que le chef de l'État les a reçus en aparté. Chacun à son tour a refusé carrément de céder la place à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Tous sont proposés pour les primaires. Vous savez que c'est pour la toute première fois qu'on arrive à organiser les primaires en RDC. Déjà que c'est une méthode qu'on vient de créer. Ça veut dire que ça va poser des problèmes même dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui les gens se posent des questions. Pourquoi on ne l'a pas fait pour, par exemple, désigner les gouverneurs de la ville de Kinshasa? Pourquoi on ne l'a pas fait pour désigner, par exemple, le gouverneur du Congo central? Pourquoi on ne le fera pas pour désigner le président du Sénat? Parce qu'il semblerait que le Sénat est déjà dans un coin. Pourquoi on ne le fait pas pour désigner aujourd'hui les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale? Parce que c'est une méthode qui n'existait pas. Même pour le Premier ministre. C'est une méthode qui n'existait pas. Aujourd'hui, on vient de créer un monstre, tout simplement parce que au niveau du président de l'Union sacrée, il y a quand même un laxisme. Même aujourd'hui, le chef de l'État a du mal à faire des choix. Moi, ça m'étonne, ça m'étique énormément que le chef ne sait pas, parce que c'est lui qu'on appelle haute autorité morale de l'Union sacrée. Il ne sait pas faire des choix. Il ne sait pas trancher les ambitions. C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire qu'on n'obéit pas au chef? Parce qu'on dit que même Kabou avait dit que les chefs les avaient reçus séparément, mais il n'a pas, il n'est pas arrivé à... Vous savez, le chef n'a pas pu obtenir un consensus entre les leaders politiques qui sont sous son autorité. C'est quand même assez grave. Ça veut dire aujourd'hui, la cohésion est mise à mal. Parce que regardez tout simplement les discours de tout un chacun. Vous avez l'impression qu'on tire à balles réelles. Quand vous avez un Mbosso qui vous dit, mais écoutez, il y a des autres qui ne savent pas dire que c'est le Rwanda qui est notre agresseur, les autres vont venir se servir de cette position de l'Assemblée nationale pour assouvir les besoins personnels, ce sont des tirs réels.
Quand vous avez Bahati qui vous dit, écoutez, moi je vais commencer à prendre le téléphone, moi je ferai ceci, eh bien les gens se sont tirés à balles réelles. Qu'entendez-vous en termes de cohésion? Parce qu'aujourd'hui, plus tard, ça a quand même frisé les vivre ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Union sacrée a un petit peu du mal à se reconstituer. Parce que si c'était une organisation dont on respecte les textes, d'abord, quand on parle du primaire, les soubassements viennent d'où? Est-ce que les textes de l'Union sacrée parlent du primaire pour désigner un membre? Parce que déjà, vous avez dit que l'Union sacrée n'était pas une plateforme électorale. Mais comment aujourd'hui, après les élections, on doit revenir vers l'Union sacrée? On a posé des questions. Quand il s'agissait de la première ministre, pourquoi on n'est pas rentré vers l'Union sacrée, réunir le présidium, poser la question, qui doit occuper ces postes de premier ministre? On ne l'a pas fait. C'est l'IDPS qui s'est décidé seul avec les chefs de l'État. Mais aujourd'hui, pour l'Assemblée nationale, on revient vers l'Union sacrée. Est-ce que pour la ville de Kinshasa, on reviendra vers l'Union sacrée? Est-ce qu'on a organisé les primaires, on a présenté les candidats aux députés provinciaux de la majorité pour leur poser la question? On n'a pas fait. Aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression qu'on vient de créer un monstre. Les confrères ont raison de s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, il est possible, parce que nous connaissons les leaders politiques, ceux qui ne giraient que sur la candidature de Mbosso peuvent aujourd'hui tourner les dos si nous devons aller aux élections proprement dites à l'Assemblée nationale. Peut-être dire que non, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Et puis ça va créer des fissures, comme on l'a toujours obtenu par le passé. Vous allez entendre, non, nous n'étions pas d'accord avec Vital Kamerhe, on ne vote pas pour lui. Qu'est-ce qui va arriver? Du coup, on va retarder encore les élections parce qu'il faudrait qu'il plaît qu'il neige, qu'on trouve un consensus entre les 372 députés qui composent la majorité à l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, ici, j'aimerais dire, bon, certes, ça s'est bien passé, il y a eu transparence, il n'y a pas eu de réclamation, mais moi je me dis que si on a inventé cette procédure, eh bien c'est un monstre qu'on vient de créer, parce qu'on ne pourra plus dire que l'IDPS doit décider pour X ou Y, on doit laisser maintenant cette procédure prendre place. Alors, Ben, et ces propos de Vital Kamerhe juste après sa victoire à l'élection primaire, il a dit, je cite, « Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République. Depuis plus de 2 mois, les autres sont venus exprimer leur desiderata. » C'est-à-dire quoi? Ce n'était qu'une formalité. Il y avait déjà le mot d'ordre du chef. Ce n'était pas une formalité. Il fallait faire. Pourquoi je vous parle de laxisme. On regarde ce qu'il a dit. Oui. Je vous parle de laxisme dans, dans la prise de décision du chef de l'État. Pourquoi? Parce que vous allez consulter Mbosso, il vous dira, j'ai rencontré les chefs, je vais vous faire d'ailleurs une indiscrétion ici, que Mbosso avait déjà des polos, il avait des effigies pour sa campagne. Qui lui a donné cette affaire? Eh bien, c'est le chef de l'État. Il a été reçu par le chef de l'État, il a exprimé ses ambitions, le chef lui dit, écoutez, je te fais confiance, tu resteras là. Non, de l'autre côté, vous avez Vital Kamerhe qui vous dit que lui ne siège plus comme ministre parce qu'il a parlé avec le chef d'État lui a dit qu'il devait rester à l'Assemblée pour suivre l'évolution, comment on élabore le règlement de l'intérêt, parce que c'est lui qui gérera l'Assemblée nationale. Après tout, pourquoi le chef de l'État, si le chef de l'État savait que son choix était Vital Kamerhe lorsqu'il a reçu Bahati Mbosso, pourquoi dès le début il n'avait pas dit à Bahati Mbosso, ben écoutez, c'est lui qui va gérer l'Assemblée nationale, c'est Vital Kamerhe. Il a rassuré chacun de ses points. Le chef de l'État n'a pas su s'imposer. Il rencontre Bahati, il les rassure, il rencontre Mbosso, il les rassure, raison pour laquelle ils se sont entretués même dans les médias. Parce que tous avaient la bénédiction du chef. C'est pas la politique de diviser pour mieux régner. Non, regardez, je pense qu'on est en train de se tromper d'époque, papa. Nous ne sommes plus pendant la Deuxième République, où c'est le maréchal Mobutu qui décidait, toi tu dois être ministre, ou bien celui-là premier ministre et tout là. Lorsqu'on opte pour la démocratie, ce sont les élections. Et ce sont les humains, les hommes qui élisent. Vous voyez, le danger c'est quoi? À l'époque de Mobutu, il pouvait nommer des c'est toi. Mais aujourd'hui, c'est là, c'est le vote. Au sein même de l'Union sacrée, regardez le grand problème, c'est quoi? Moi, je vois la majorité. Je vous dis que nous sommes dans un pays des surprises. Jusque-là, je ne suis pas convaincu que Kamerhe sera président de l'Assemblée. Pour la simple raison qu'il n'a pas encore 250 qui devaient lui garantir le siège du président du Parlement à partir de l'Union sacrée. Ça, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de mot d'ordre au sein de l'Union sacrée. C'est la toute première fois. À l'époque de Kabila avec FCC, vous n'allez même pas voir ça. Ils obéissaient à l'autorité morale de Kingakati.
Vous allez voir sur 383, là peut-être 368 ou 373. Vous voyez vraiment qu'il est inutile même de déposer votre candidature. Maintenant, un politicien véreux, astucieux, il peut, surtout sur l'argent. Malheureusement, moi, ce qui me fait très mal ici, les élections au second degré, avec l'homme politique congolais, je n'ai jamais confiance avec nos autorités. Parce que je ne trouve pas l'esprit d'intégrité dans plusieurs de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire voter quelqu'un pas pour l'argent. Il suffit qu'on ait l'opposant de Kamere. S'il a beaucoup d'argent, il peut passer. Je sais comment ça se passe ici. Et le mot d'ordre, Michel. Je vais vous dire une chose. Admettons que Kamere part avec quelqu'un qui est friqué, il a l'argent. Il regarde et dit, bon d'accord, au sein de l'Union sacrée, il a 183 voix. Bon, il cherche les voix qu'il n'a pas eu, des personnes qui ont voté pour Mbosso, signifie qu'ils n'aiment pas Kamere. Ceux qui ont voté pour Batmahat, il signifie qu'ils ne supportent pas Kamere. S'il a l'argent, il peut les acheter et il passe. Parce que dans l'urne, on est seul. C'est ça le danger que vous n'arrivez pas à voir. Moi, je suis inquiet parce qu'il n'a pas eu le seuil voulu pour être président de l'Assemblée. Il faut au moins 250. Alors ma question... Bon, vous dites ici que Kamere a déclaré, il a l'appui du chef, Mbosso aussi. Bon, je pense que s'ils ont organisé cette primaire, c'est pour que personne ne puisse dire, bon, le président n'est même pas, il aime... Non, je ne pense pas que le président a dit, par exemple, à Kamere, c'est toi, à Mbosso, c'est toi, à Bahati, non. On a organisé cette primaire pour qu'il n'y ait pas de problème. Bon, que les gens décident. Mais sinon, l'esprit des politiciens de 1960, entre, ils allaient, bon d'accord, pour l'amour du pays, hein, laissons Mbosso, c'est notre aîné, ou bien Bahati des histoires. Mais on comprend que c'est la soif du pouvoir. Et pour l'UNC, si Kamere devient président du Parlement, il est bien positionné pour les élections présidentielles de 2028. Bien positionné. C'est pas un hasard. Président du Parlement au moment des élections et surtout qu'au niveau de l'UDPS. Ça sera la fin de deuxième mandat de Tshisekedi, il ne sera plus candidat. Et je ne pense pas que l'Union sacrée acceptera encore en 2028 que le candidat président de la République de l'Union sacrée soit de l'UDPS. Ah, et je te jure que l'Union sacrée va éclater. Parce qu'ils vont dire, nous avons soutenu l'UDPS en 2018, nous avons soutenu en 2023 plutôt. Maintenant, l'UDPS aussi peut soutenir les autres parce qu'il s'agit d'une victoire d'ensemble, de l'Union sacrée. C'est ça le vrai problème. Pour l'UNC, c'est un calcul politique bien réfléchi. C'est-à-dire, 2028, président du Parlement de l'UNC va beaucoup peser pour la présidence de la République. Et les sorts des autres, Mbosso et Bahati, vous les voyez où? À l'opposition? Non, regardez, je veux dire ceci. On m'a montré une vidéo ce matin, quand on a déclaré Kamere vainqueur, Bahati s'est mis debout, l'a salué. Hypocrisie, hein? Non, Mbosso n'était pas d'accord. Il n'avait pas de garantie pour se mettre debout, pour saluer le vainqueur. Bahati s'est levé, Mbosso était comme ça. Il n'est pas d'accord. Mais ça n'engage que lui-même. Mais le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas des gens qui ne vont pas avancer le pays. Kamere est compétent comme président du Parlement. Moi, personnellement, je juge des hommes politiques sur base de leurs idéologies. Kamere est parmi les rares hommes politiques qui font la politique aujourd'hui, qui ont un projet de société. Lis son livre « La politique transatlantique de la RDC ». Terre d'espoir pour l'humanité. Le livre que je détiens, il me l'a remis en main propre en 2011 dans sa résidence. La théorie, la pratique, c'était pas le ministère de l'économie. Attendez, ministère de l'économie, ministère de l'économie, c'est juste une gestion sectorielle. Il n'a pas la gestion du pays de manière générale. Kamere a montré dans son livre. Le sectoriel, là, il fallait qu'on puisse. Écoutez, je dis ceci. Kamere a développé dans son livre, parce qu'il était critiqué, il avait d'abord publié. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila? Après, lors des élections de 2011, il a publié la politique transatlantique. Je termine, pardon. Il a écrit la politique transatlantique de la RDC, terre d'espoir pour l'humanité.
Là, il a développé, montrant comment on peut développer le pays, se référant au style de Lula au Brésil. Théorie. Donc c'est clair. Théorie, bien sûr, mais avant de pratiquer, il faut une théorie. Merci. Ben, la question le sort des deux autres, Mbosso et Bahati. Vous le voyez où? À l'opposition, membre du gouvernement ou des entreprises publiques? Je suis d'accord avec mon confrère, mais bon, je ne comprends pas pourquoi il fait une réflexion. Je suis tenté de dire que c'est une réflexion très sectorielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il plébiscite les primaires au sein de l'Union sacrée. Non, je ne pas plébisciter. Ça veut dire que pour lui, il estime que c'est bien bon de les faire. Mais moi, je lui pose une question. Depuis quand on ne parle plus des quotas? Depuis quand on ne parle plus des quotas au sein de l'Union sacrée? Parce que quand il s'agissait de la primature, on n'a pas parlé des primaires. On a dit que ça revenait à X. Quand on parle de l'Assemblée, c'est parmi les institutions. Vous savez qu'on nous dit déjà que le Sénat appartient à X. C'est-à-dire on a déjà dit ça, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat pour le Sénat. Non, c'est-à-dire que le chef de l'État n'a pas désigné. Non. S'il avait désigné, je vous dis pourquoi pour la primature on a désigné. Pourquoi pour le Sénat on dit que c'est déjà réservé. Pourquoi les débats au niveau de l'APK ou sinon du gouvernement provincial de Kinshasa, on n'a pas fait des primaires, on a décidé. On vous dit que non, ça c'est les choix de la majorité, c'est fini. Mais pourquoi tout simplement pour l'Assemblée nationale, on doit être assez faible pour ne pas faire ces choix? Donc pour l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu de quotas. Il n'y a jamais de quotas. Ça c'est l'Union sacrée. C'est ce qu'il faut dire. Parce que partout on dit qu'il y a des quotas. On vous dit, vous avez déjà la description du gouvernement, les squelettes du gouvernement, on vous dit la défense c'est pour Y, l'intérieur c'est pour Y. On vous donne comme ça des quotas. Pourquoi pour l'Assemblée nationale, il n'y a jamais de quotas? C'est là où je vous dis qu'il y avait un laxisme au niveau du choix. Ça veut dire qu'on ne savait pas à qui attribuer ça parce qu'on dit la première force doit occuper la présidence. Mais maintenant, jusqu'aujourd'hui, ça se discute encore. Qui a plus de députés, ça se discute encore. Okay. On vient d'avoir un troisième lot des définitifs des députés. Je ne sais pas encore s'il y aura encore des recours pour avoir la quatrième fois une liste définitive des députés. On va jusqu'où? Parce qu'on a parlé, tout ça, la conséquence c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État, depuis son élection, on est en train de perdre 4 mois. Ça ne nous arrange pas, ça n'arrange pas les Congolais. Pendant 4 mois, vous avez les gouverneurs qui ne sont plus redevables aux assemblées provinciales, vous avez les ministres qui ne travaillent presque plus. D'autres sont députés, ils sont à gauche, à droite, ils ne prennent plus de... Aujourd'hui, quelles sont les initiatives? Allez voir tous les projets, commencer par exemple, la ville ou les ministres des infrastructures. Comment c'est arrêté? Plus personne ne fait ce suivi-là. Tout le monde s'époumonne à savoir est-ce que je serai reconduit ou pas. Est-ce qu'il faut continuer ce travail? Qu'est-ce que je gagne si je continue ce travail? Ça veut dire qu'on a en quelque sorte paralysé les pays. Voilà. Ça fait un bout de temps que rien ne marche. Les dossiers sont bloqués, les ministres ne signent plus. Donc tout est complètement bloqué. Je ne sais pas si les politiciens y pensent aussi. Aujourd'hui, vous avez la première ministre qui continue à consulter. Elle n'est pas pressée parce qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale. Même si aujourd'hui vous avez un gouvernement, ils ne seront pas travaillés, ils ne seront pas investis parce qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale. Mais donc il y a le candidat unique de l'Union sacrée, justement. Non, après, il vous a parlé de l'attitude de Mbosso. Après, il faudra attendre que Mbosso organise des élections. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. C'est lui le président. Il faudrait maintenant qu'on organise une plénière, qu'on vote pour un calendrier des élections, et puis il faudrait mettre les moyens de ces élections-là. Il doit rester l'arbitre au milieu du village. Parce que c'est lui qui doit proclamer, c'est lui qui s'y a élu. Le sort de deux autres, là, vous le voyez où? J'ai appris, je ne confirme pas, il semblerait que Mme Judith s'est plainte. Elle ne souhaite pas avoir sous son gouvernement des personnes qui lui seront peut-être pas très soumises. Très soumises plutôt. Vous avez par exemple aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, si vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez par exemple Mbosso, vous avez Bahati, parce qu'ils ne voudront pas être ministres, ils seront peut-être des VPM. Vous avez ces gens-là, vous avez Mme Judith. Je me pose une question, est-ce qu'aujourd'hui, la Première ministre peut se dire, appeler Jean-Pierre Bemba en urgence? C'est pas impossible. On a vu Kikame rappeler au Attention. Kabouya cher. Non. Vous voyez qu'il s'est soumis. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le mot de respect. Non, ça veut dire que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, Mme Judith a beaucoup d'estime pour ces gens-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'il ait l'autorité qu'il faut, il faudrait des gens qui n'ont pas un ancrage un peu plus fort que lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Madame de ce sens, j'aurais appris
qu'elle souhaite en tout cas ne pas avoir ces classiques. Elle préfère que ces gens-là envoient des membres des partis, ainsi de suite. Parce que, vous savez, aujourd'hui, alors vous croyez qu'il n'y a pas des membres des partis aussi qui sont un peu... Non, il y a des membres des partis qui sont là. Parce que j'aurais appris des sources proches du cabinet de Mbosso que si Mbosso n'est pas au perchoir, peut-être qu'il ne travaillera pas comme ministre. Peut-être qu'il envoyera quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je me dis, je ne souhaite pas, en tout cas pour les 5 ans du chef de l'État, qu'il y ait fissure au débit. Je souhaite, en tout cas, que les chefs de l'État voient comment calmer les ardeurs de tout un chacun, en tout cas, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être au niveau du perchoir, voir comment les apaiser pour éviter... On fait marche en arrière, hein, les discours avant le vote, parce qu'ils ont dit des choses qui suscitent aussi de débat. Je commence par Christophe Mbosso, qui dit qu'au début, vous avez eu 40 000 $, 4 000 $, voilà, et vous avez les salaires que vous avez aujourd'hui grâce à moi. C'était dans son discours. Là, ça remet sur la table cette question de 21 000 $, parce que... Madame, moi, en tant que Congolais, ce qui me choque, hein, c'est certaines déclarations très sérieuses qu'on le fait à la légère. Je veux dire quoi? Vous avez demandé, avant de parler de ça, leur place. Brièvement, je veux dire, ils sont des députés. Que ce soit Bahati, que ce soit Mbosso, sont des députés. Ils restent à l'Assemblée nationale comme il vient de manquer la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils doivent impérativement se retrouver au gouvernement. Donc, ils sont des députés. D'accord? Maintenant, j'arrive maintenant au point de 4 000. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur du pays, vous savez que moi, je reste à Brazza, non? Il faut aussi avoir une idée, l'image qu'on a de notre pays à l'extérieur. Lorsqu'on apprend qu'un député au Congo gagne 21 000 $. Mais ça, c'est exorbitant dans un pays en guerre. C'est trop. Et vous dites bien, ils ont quitté 4 000 à 21 000 $. Non, il n'a pas dit ça. Vous avez ce que vous avez. Vous avez ce que c'est connu, non? Sans pour autant dire... ouais, même s'il n'a pas donné au montant. Quand on a dit ça au chef de l'État, pendant la campagne électorale, il n'a pas nié. Il a même dit c'est peu. Donc, ce n'est pas un secret. Ce sont des déclarations publiques chez elle. Ça veut dire que lorsqu'on peut, moi j'ai toujours été indigné quand je vois l'appareil de l'État qui a 3 structures différentes. L'Assemblée, le pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et puis pouvoir exécutif. Regardez les ministres pouvoir exécutif. Ils ont bien rémunéré plus de 30 000 $. Prenez l'Assemblée nationale, mais revenons maintenant aux juges. Moins de 3 000. Il y a un problème chez elle. Les salaires doivent être équitables. Pas égal, mais équitable. Il faut que les gens puissent être bien rémunérés. Et puis des deux, ça dire que c'est grâce à moi qu'il y a eu hausse là, ça ne peut pas être une garantie pour qu'on puisse vous réélire. Ça, je suis désolé. Ça, c'est une déclaration il ne pouvait même pas le faire. Vous voyez, mais le vrai problème, c'est que votre commentaire aussi par rapport à ça. Ouais. Voilà, les discours montrent à suffisance combien la cohésion nationale est mise à mal. Parce que vous avez des candidats qui se sont tirés à balles réelles entre eux. On se demande est-ce qu'après ça, ils pourront encore se mettre ensemble. Les confrères nous disent qu'ils sont députés nationaux, ils vont accepter de rester. Mais vous le savez que nos politiciens-là n'ont pas l'habitude de rester comme ça. Oh, mais ils ne sont pas habitués. Ça veut dire, nous soyons réalistes. Ne parlons pas de l'idéologie, ne prenons pas d'autres pays. Parlons vraiment de ce qui se passe en RDC. Donc vous continuez à soutenir la médiocrité? Non, je ne soutiens pas ça. Malheureusement, nous sommes obligés de vivre avec. Parce que, à moi seul, moi, je même si changement, vous y croyez, on ne peut pas porter les changements seul. C'est pratiquement impossible. C'est toujours, il faudrait qu'un groupe de gens se soulève pour dire qu'écoutez, non, il faudrait qu'on change. Moi, je suis toujours d'accord avec ceux qui pensent que cette classe politique est complètement obsolète. Il faudrait recréer une nouvelle classe politique. Mais comment les recréer, d'autant plus que cette classe politique abritisse même la conscience collective des jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à regarder comment on les a accueillis à l'arrivée à l'Assemblée nationale. Tous ces jeunes-là ne savent même pas ce que ces leaders iront faire là-bas. On soulève la question ici des salaires. Mbosso vous dit qu'il a trouvé à 4 000. Regardez ce que vous touchez. Mais on oublie que celui qui est choisi pour être candidat de l'Union sacrée au perchoir, c'est l'homme de multiplication.
Peut-être que lui le fera fois 100. Parce que partout il est passé, il l'a toujours fait. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a toujours dit. Il en est d'ailleurs fier. Parce qu'il dit, même au ministère de l'économie, il a multiplié par 10, c'est ce qu'il a dit tout récemment. Ça veut dire qu'il a trouvé déjà, il a multiplié par 10. À l'époque, il était en assemblée, il a multiplié, je crois, il a parlé de 15 ou 20. Mais je ne sais pas cette fois-ci s'il le fera par 50. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant qu'on regrette pour le train de vie, vous savez, il y a eu un débat au niveau même de la primature parce que certains pensent qu'il faut réduire même les trains de vie. Et les trains de vie passent aussi par la réduction de l'effectif au sein du gouvernement. Mais vous avez Vital Kamerhe qui vous dit qu'il faut avoir un gouvernement à la taille de la République. Ça veut dire qu'il faudrait que toutes les recoins de la République soient représentés. Donc on peut aller pour lui à 50 ou à 60. Il y a aussi Laurent Batumula qui était d'accord avec ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que les Congolais attendent, cette fameuse réduction des trains de vie, est-ce qu'avec Vital Kamerhe, avec tout ce que nous savons sur lui par le passé, est-ce qu'il aura envie de réduire ces trains de vie? Il va éviter les erreurs du passé. Non, mais c'est que nous vivons ici, c'est les erreurs du passé. Nous sommes les erreurs du passé. Alors, la chambre spéciale pour repêcher les députés pour la 4e fois, c'est les erreurs du passé. On les a connus, on a connu ça. Oui, la chambre spéciale, parce qu'on vient de récupérer encore un autre lot, et pourtant, il y avait déjà la liste définitive. C'est les erreurs du passé. En 2018, on a connu ça. On a connu ça encore en 2020. Alors, le discours de Vital Kamerhe, parce que vous avez, avant sa victoire, il dit que les responsabilités des ministres, les fautes des ministres ne retombera pas sur la tête du chef de l'État. Faute des ministres? Oui, les erreurs des ministres, comme c'est quand un ministre travaille mal, on voit que le chef de l'État, il a dit ça sera plus ça parce qu'il y aura un contrôle parlementaire chaque mercredi. Outre cela, il dit qu'on n'arrêtera plus un député, hein, comme tout autre citoyen, un vulgaire monsieur. Voilà. On ne va plus... Bon, sur le deuxième point, point, je ne suis pas d'accord avec Kamerhe. Si on n'arrêtera plus un député comme n'importe quel citoyen, c'est encourager les Steve Mbika à continuer à faire du mal aux gens. Je suis désolé. Un député, c'est quelqu'un, quand il jouit de l'immunité parlementaire, il doit être intègre, il doit être un modèle. Pas quelqu'un vient, il travaille pour vous, vous ne voulez pas le payer parce que vous jouissez d'une immunité. Là, je ne suis pas d'accord. Quand Vital Kamerhe peut dire... on n'arrêtera plus les députés comme un simple citoyen. Ils doivent être modèles. Ils doivent savoir que quand on jouit d'une certaine immunité parlementaire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. De ce côté-là, non. Deuxième point, ou le premier, par rapport au contrôle ministériel, ça c'est correct. Je suis tout à fait d'accord avec Kamerhe, mais là où je ne suis pas d'accord, parce qu'en lui, je ne vois pas le sens des rigueurs. Je suis désolé. Je vois en 2007, après les élections 2006, quand Bemba était passé, et quand Kabila a gagné en 2006, Vital était président du Parlement. Quelques temps après, José Makila avait sorti une motion dénonçant plus de 109 députés qui jouissaient de double nationalité. Selon la loi et la Constitution, ces députés devaient être radiés. Parce que la Constitution dit, quand pendant la gestion, on constate qu'un député a été élu par fraude ou bien en violation de la Constitution, il doit être radié du Parlement. José Makila a présenté la liste des 109 députés avec double nationalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'être rigoureux, les radier, qu'est-ce que Vital a fait? Il sort un moratoire, il dit non, on ne peut pas le faire partir tous, mais donnons-leur le temps que chacun renonce à sa seconde nationalité. Et on va les garder. Donc, il a permis aux fraudeurs de manger l'argent de l'État pendant toute une législature, au lieu de les radier selon la Constitution. Lorsque vous n'êtes pas rigoureux jusqu'à ce point-là, comment moi je peux vous faire confiance? Moi, je ne suis pas fanatique. Vous avez de bonnes idées pour diriger le pays et tout là, mais lorsque je vois une faiblesse que je trouve que c'est grave, je dois le dire, je suis désolé. Voilà, mais un contrôle parlementaire, oui, mais avec 28 députés de l'opposition, ce sera qui sont contre, qui sont pour, et ça passe, hein. On le contrôle, mais il reste. Non, mais est-ce que ce contrôle existe encore? Lorsque Vital Kamerhe vous dit qu'il ne faudrait plus que les erreurs des ministres retombent sur le président, ça n'a jamais été aussi le cas par le passé. Parce que ça retombe sur les chefs de l'État, parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Si aujourd'hui, par exemple, un ministre détourne un projet pour le bien commun et s'en serve comme d'habitude avec des détournements et tout ça pour s'acheter des parcelles et autres,
Ça veut dire qu'on parlera du chef de l'État parce que c'est lui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État a un droit sur les castings. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même ce qui se passe avec l'Assemblée nationale, moi je me dis que, en tout cas j'ai pris que cette fois-ci l'IDPS ne vient plus regretter. Parce que vous connaissez l'IDPS. Il suffit qu'il y ait du mal en termes de cohabitation, l'IDPS est prêt à aller dans tous les sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez... Parce que tout le monde parle d'obstruction au niveau de la gestion de l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, l'IDPS a des besoins, parce que tout le monde parle de réformes, si aujourd'hui, l'IDPS veut faire passer des réformes, et qu'au sein de... Je ne sais pas s'il y aura déjà débat au sein de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, avec ce système, le bon sens voudrait, si on a commencé avec les primaires, qu'à chaque fois qu'il y aura une proposition de loi, il faudrait qu'on en discute dans la famille politique et on la mette dans l'Assemblée nationale. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour qu'il n'y ait pas de tension à l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, en termes de réformes, l'IDPS veut amener des réformes, ou le chef de l'État, ou le gouvernement veut apporter des réformes, et que ces réformes-là n'enchantent pas aujourd'hui Vital Kamerhe, qu'est-ce qui va se passer? Je ne voudrais pas qu'on ait encore des guerres interinstitutionnelles parce que vous êtes sans ignorer que celui qui va seconder Vital Kamerhe viendra forcément de l'IDPS. Les noms sont cités à gauche à droite. Eux aussi doivent organiser un primaire pour se désigner parce qu'il y a 8 personnes qui se sont prononcées au niveau des... On a créé une commission là de gestion des ambitions. Quelque chose qu'on a fabriqué de toutes pièces, mais bon, les gens ont déposé. Il y a des ambitions, il y a 8 personnes qui présentent leurs ambitions. Il faudrait aussi qu'on organise des primaires. Il ne faudrait pas qu'on élague les gens comme ça parce que sa couleur ne nous plaît pas ou sa tête ne nous plaît pas. Mais revenons à ce qui est essentiel. Aujourd'hui, Vital Kamerhe vous dit que les députés ne doivent pas être arrêtés comme des vulgaires messieurs. Mais écoutez, il faudrait aussi qu'on mette de l'ordre dans cette Assemblée nationale. Qui est député? Parce que j'ai entendu, il y avait une proposition dans les règlements d'ordre intérieur où les députés ont souhaité que cette fois-ci, s'il y a un député qui fait des choses qui portent atteinte à l'honneur de la fonction des députés, qu'il soit radié ou sinon qu'il soit mis de côté, qu'on récupère son suppléant. Malheureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas accepté. C'est parmi les lois, les lois qu'il n'a pas appréciées. Il a demandé à l'Assemblée nationale de les revoir, mais jusque-là, ça n'a pas encore été fait. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on mette de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des députés qui se confondent par moment aux officiers de l'État. Ils font tout. Vous avez un problème dans votre quartier, c'est un député qui arrive. Libo Kangaï, touchez là-bas, tenez là-bas. Mais vous êtes un député, votre travail c'est là-bas. En soi, les députés, à part les immunités, c'est un citoyen lambda. C'est pas comme le chef de l'État dit, ils sont des acteurs, comment on dit, les acteurs sociaux. Par moment, ils sont là pour enterrer les gens. Je ne sais pas pourquoi on vulgarise cette façon, cette pratique-là. Pourquoi on les vulgarise? Donc aujourd'hui, on va dire, d'ailleurs, ceux qui touchent l'ACP, parce qu'ils... Mais j'aimerais aussi réfléchir. S'il faut aller de façon très banale, poser à chaque député une question, combien il débloque par mois pour enterrer les gens dans son quartier? Combien reviennent encore dans leur circonscription électorale? Ils sont combien? Ceux qui ont quitté le village pour Kinshasa, est-ce qu'ils ont encore l'envie d'y aller? Tout le monde se cherche des billets pour aller en Europe. J'étais une fois ensemble, il faut voir comment ils défilent. Ils défilent pour chercher des autorisations pour aller en Europe. Ça veut dire qu'ils ne vont plus rentrer là-bas. Vous leur donnez beaucoup d'argent sous prétexte que ils sont là comme des acteurs. Et puis aussi, il faut décourager les pratiques. Aujourd'hui, les députés, qu'est-ce qu'ils font? Les députés créent des motions alimentaires totalement. Ça veut dire que vous avez un député qui regarde un ministre, écoutez, le ministre a fait ceci, pas il bombarde. Quand le ministre l'appelle, bon, écoutez, pour qu'on arrête cette histoire, écoutez, il faut nous donner ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce système, la manière dont Vital Kamerhe voudrait que les députés aient la liberté totale, on verra beaucoup de scènes désolantes. Merci Ben. Et puis, beaucoup ont réfléchi, on a dit qu'aucun candidat n'a pensé au peuple. Personne. C'est vous aussi, vous avez bien sûr, bien sûr. Alors, on parle 24 avril, 34 ans après, démocratisation, fin du monopartisme, Isaac Ngwenza. Y a-t-il, si on veut parler en termes de bilan? En tout cas, je suis vraiment désolé. En termes de bilan, pour moi, c'est négatif. Je vais prendre deux faits seulement, peut-être je vois qu'on arrive à la fin. Oui, c'est la fin. À l'époque de la Deuxième République, on entendrait difficilement détournement comme on entend aujourd'hui. Ça veut dire quoi, détournement? On sort 100 millions de dollars pour un travail, vous bouffez tout l'argent, on ne voit rien. À l'époque de Mobutu, c'est inimaginable. Donc je ne comprends pas pourquoi dans notre pays on entend parler de ce terme-là, détournement. C'est choquant et inimaginable dans une démocratie qu'on parle de détournement.
On parle ça, on parle ça à la légère. Hein. On a détourné. C'est humiliant même, Madame Gisèle, quand on entend parler de détournement, ce terme-là. Détournement veut dire quoi? On vous donne l'argent pour un travail. Au lieu de faire ce travail, vous mettez ça dans votre poche. Et vous n'êtes pas poursuivi, vous n'allez pas en prison. Vous voyez, je vais vous dire autre chose. On connaît ce que vous gagnez. On vous voit construire un immeuble qui coûte 10 millions, mais vous avez un salaire de 35 000. Vous savez parler de marbre ici. Pourquoi parler de marbre aujourd'hui, c'est une propriété de l'État? Vous savez pourquoi? Parler de marbre que vous voyez là, c'était une concession achetée par le premier gouverneur de la Banque centrale, Albert Ndele. Il achète ça. Mobutu passe, il voit, on est en train de construire Palais des Marbres. Ah! Qui a acheté ça? Oh non, monsieur le président, c'est pour Ndele. Ndele, Azumbongo. Ça, c'est Mobutu. Hein? Il laisse Ndele construire, terminer. Ndele veut entrer, venez. Votre salaire, c'est autant. D'où vient cet argent? Comme il n'y a pas eu d'explication, directement, Palais des Marbres devient propriété publique de l'État. Sans procès. On n'a jamais entendu parler au procès, on veut réclamer ça. Parce qu'au départ, Ndele disait que non, c'est une résidence qu'il a construite qui sera comme résidence officielle des gouverneurs de la Banque centrale. Tout le monde qui passera gouverneur habitera là-bas. Quand on a regardé le papier, c'était en son nom, ça devient propriété de l'État. Je veux dire quoi? L'université que Matata a construite à Kindu, si Mobutu était vivant, il n'y a même pas de procès. Toi, Premier ministre, dis-moi, tu as eu l'argent où pour construire une université comme ça, mais ce n'est pas pour l'État, mais c'est ton bien personnel, tu deviens un homme d'affaires. Ça, on n'a jamais vu ça pendant 32 ans de Mobutu. Mais on voit ça chez les gens qui se sont tapés le titre de libérateur. Je suis désolé. Et regardez la ville de Kinshasa aujourd'hui. Plus qu'une poubelle. Pendant l'époque de Mobutu, on me disait qu'il labelle. Maintenant, c'est la poubelle partout. 10 ans de Kimbuta, il laisse la ville poubelle. Gentilly arrive 5 ans poubelle. Maintenant, là, je donne la chance à Deo Kasungo. Ça, c'est moi. C'est un jeune que je connais, il a de bonnes idées. Il n'y a pas encore des élections. Il n'y a pas encore des élections, mais il pour moi... Il n'y a pas candidat de l'Union sacrée qui est majoritaire. Peu importe. Deo Kasungo, c'est un jeune que je connais, qui a de bonnes initiatives. Si moi, j'étais député, je pouvais le soutenir, parce que je le connais. Merci, mais sinon, c'est nous de pays à réfléchir. Isaac Elorben, démocratisation, 34 ans après. Merci beaucoup. C'est une très belle question, une très belle thématique, mais malheureusement, on n'a plus assez de temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a mal reçu ces systèmes de multipartisme, parce qu'aujourd'hui, la RDC, il n'y a que les seules entreprises qui sont restées pour être millionnaires et milliardaires, c'est les partis politiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous finissez l'université, vous voulez avoir des moyens, il faut aller faire la politique, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez ces systèmes au niveau international, vous allez en France, aux États-Unis, il n'existe pas un politicien qui soit millionnaire ou milliardaire, sauf si il a d'autres activités à côté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires qui doivent être des millionnaires et des milliardaires. Mais aujourd'hui, en RDC, les seules voies faciles pour obtenir l'argent, c'est rester des partis politiques. Mais ce que je regrette aussi, même en termes des idéologies, les courants de pensée, on les a mal reçus. Aujourd'hui, vous avez autant de partis démocrates en RDC, mais ces partis-là ne peuvent pas se mettre ensemble, ne serait-ce qu'en termes d'idéologie. Vous avez l'IDPS, parti démocrate, vous avez l'AFDC démocrate, vous avez à gauche démocrate, mais ces partis ne peuvent pas se mettre ensemble, ne serait-ce qu'en termes d'idéologie, de démocratie. Vous regardez les projets, il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont même pas de projets de société. Moi, je pense qu'à un certain niveau, même à ce moment ici, on devait arrêter d'octroyer les agréments aux partis politiques. Même si celui-ci nous produit de l'argent, parce qu'on parle d'un agrément aux alentours de 10 000, 11 000 $, mais on doit arrêter de donner des agréments aux partis politiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devait avoir des courants de pensée, par exemple en RDC. Si vous êtes démocrate, alignez-vous avec les démocrates. Si vous êtes parti fédérateur, ou sinon vous prenez le fédéralisme, alignez-vous dans un coin, au lieu d'avoir un tas de partis politiques qui n'ont même pas d'idéologie en commun. Il n'y a que des noms, mais à l'intérieur, l'idéologie ne se fait pas. Vous avez des militants des partis politiques qui ne savent même pas quelle idéologie ils poursuivent. Ah, je suis là, Venanga Benganga. C'est fini. Et puis on attend, on aura tel poste à gauche, à droite, et puis on va se partager de l'argent. Je pense que ça n'a rien produit. Même ce que Mobutu faisait à l'époque, comme l'a vanté ici
le confrère, ça frisait un tout petit peu aussi la démocratie. Ça veut dire qu'aujourd'hui en RDC, il faudrait que les politiciens se mettent autour d'une table, réfléchir, est-ce que réellement la RDC a besoin d'être un pays démocratique? Parce que, à ce que je sache, il n'y a pas un pays au monde qui peut se développer, qui s'est développé avec la démocratie. Le développement implique toujours une portion de la dictature, parce que regardez même le vécu quotidien des Congolais. Vous voyez aujourd'hui en RDC, même nous qui conduisons, qu'est-ce qui se passe? Par moment, vous allez à l'encontre des codes de la route parce que vous savez que la sanction n'est pas à la hauteur. Ça veut dire, vous savez, aujourd'hui, si on m'arrête, bon, je peux donner quelque chose et puis je passe. Mais si aujourd'hui, on implique une portion, regardez ce qu'a fait Kabila les pères. Est-ce qu'on a vu encore des filles porter des jeans en RDC? Est-ce qu'on a vu encore des receveurs rester la porte ouverte? On n'a pas vu ça. Ça veut dire que le développement doit d'abord passer par des réflexions, ça veut dire choisir un système de gestion dans notre pays pour que la RDC se développe. Moi, je pense que si on doit garder la démocratie, il faudrait y mettre une partie, une dose de la dictature. Pas la dictature dans le vrai sens du terme, mais il faudrait quand même que la sanction soit très forte alors pour que les Congolais se mettent dans l'ordre des batailles. Mais pour chiter, je pense que de façon générale, le multipartisme n'a rien produit en République démocratique du Congo et il est temps, rien du tout. Rien du tout, il est temps de le revoir et passer à autre chose. Merci. Alors c'est par ces mots que nous clôturons Kiosque. Isaac, merci à vous. Oh, et non, écoutez, non, j'allais dire justement que la bipolarisation du pouvoir n'a réussi qu'en 1960. De 60 à 65, il s'est dégagé un bipolarisme clair. D'un côté, le fédéralisme et de l'autre côté, des unitaristes. Aujourd'hui, il y a des démocrates, il y a des faux travaillistes, il y a des ceci. C'est un peu compliqué. Donc, je pense que pour développer les pays, quand vous parlez de la dictature, moi, je ne vois pas la dictature, la rigueur. Quand on apporte la rigueur, vous appelez ça dictature. Non. Par exemple, quand on dit, quand vous détournez, vous serez jugé. Et c'est ça, c'est la dictature. Non. La rigueur, c'est pas la dictature, papa. Okay. Ouais, il faut plutôt la rigueur. Merci Isaac, merci pour ces derniers mots. Okay. Merci à vous, merci à Ben Kaembe. Merci madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de Kiosque. Merci à l'équipe technique, Moro Nzambe, Marité Godot, Alain Kabongo, José Andia, Onésime Tingani et Bruno Ndinga. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir. Courez, Zatembo, qu'on a vu.